Avant, on revient sur le forfait de Messi, Julien Alliard. Oui, un communiqué médical du PSG publié à la mi-journée fait état d'une contusion osseuse du genou gauche pour Lionel Messi. La star argentine est forfait pour le match à Metz demain. Et évidemment, tous nos débats prennent peut-être un autre sens. Donc, du coup, pour parler de ça, nouveau débat. Ce soir, évidemment, sur Lionel Messi, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous le disais, l'événement, c'est évidemment la Ligue 2, avec ce soir ce multiplex. Avant de parler des débordements en Ligue 1, on va prendre la direction de Guingamp, puisque ce soir, au Roudourou, Guingamp va jouer. Et c'est Romain Aran qui est notre envoyé spécial. Guingamp qui accueille le 3e du classement. Sochaux, Guingamp actuellement 13e. Bonsoir Romain. Ça sent bon la Ligue 1 quand même, hein, ce match Guingamp-Sochaux. Deux noms cultes de notre cher football. Oui, bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un match entre historique du football français. Guingamp-Sochaux, 79 saisons en Ligue 1 à eux deux. Malheureusement, les deux clubs ont connu les affres de la descente. C'était en 2014 déjà pour Sochaux. En 2019 pour Guingamp, c'est un petit peu plus récent. Ils espèrent évidemment remonter. À terme, ce sera peut-être la bonne année pour Sochaux. Les Sochaliens sont 3e, comme vous le disiez. 5 victoires en 8 matchs cette saison. Ils se déplacent à Guingamp, qui espère une première victoire ici à Roudourou. Mais les Guingampais ont gagné seulement 2 matchs cette saison, mais c'était contre le Paris FC et Auxerre. 2 grosses équipes. Les Guingampais semblent donc capables de se sublimer face aux meilleurs adversaires en Ligue 2. Et ça nous promet donc un bon match ce soir, un bon match de Ligue 2 entre Guingamp et Sochaux pour cette 9e journée. Merci Romain. Évidemment, nous serons également du côté de Dunkerque, nous serons du côté du Havre, nous serons du côté d'Auxerre, on verra aussi Toulouse, Rodez. Bref, la Ligue 2 ce soir en direct sur la chaîne L'équipe, le multiplex. Bruno Salomon, très rapidement avant de parler des débordements comme premier sujet, un mot sur le forfait de Messi. Je le disais, vous suivez le PSG pour France Bleu Paris. Ça change tout en termes de lecture ou pas ? Ça change, oui, par rapport à ce qui s'est passé avec Pochettino. Pour moi, c'est clair, net et précis. Là où je comprends pas Pochettino, c'est qu'il aurait pu le dire dès le dimanche soir. Voilà, il y a un problème au genou, terminé, et tu évites tous ces débats. Après, voilà, une IRM a été passée aujourd'hui. Ils ont vu qu'il y avait un petit problème osseux. Ils refont un point jeudi. Voilà, moi, le seul truc, c'est sur Pochettino. Après, derrière, oui, la lecture est différente, et je suis désolé, après on en redébattra peut-être ensemble, mais on n'a pas pris du côté du Paris Saint-Germain un joueur de 25 ans, c'est un joueur de 34 ans qui est en préparation. Oui, c'est le GOAT. Ok, c'est le patron, mais tu peux le faire souffler un quart d'heure, et puis les changements n'ont pas été mauvais puisqu'ils ont gagné. GOAT, greatest of all time, hein, parce que vous parlez l'anglais, vous êtes bilingue, il est New-Yorkais, un New-Yorkais de Grenoble, c'est rare, mais c'est quand même très agréable. Le meilleur joueur de tous les temps, non mais je préfère préciser. Voilà pour Lionel Messi, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que ça donne finalement raison à Mauricio Pochettino ? Nous allons maintenant parler de ce qui se passe en Ligue 1, avec la déclaration de Sébastien Deneux, qui est le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Regardez ce qu'il disait à propos des débordements qui se multiplient. Il ne nous a pas échappé que l'on était dans une séquence très préoccupante. À la 6e journée, on en est déjà à 4 sérieux incidents. C'est évidemment inquiétant. Et c'est vrai, Julien, que là, on a l'impression que ça part dans tous les sens. Oui, souvenez-vous, dès la première journée du championnat, pour le retour des spectateurs en tribune, premier couac sur le terrain de Montpellier entre le match entre Marseille et les Montpelliérains. Marseille qui arrache la victoire à la 80e minute, à la suite d'un match spectaculaire. Mais juste après ce but salvateur, Valentin Rongier est la cible d'un jet de bouteille. Jérémy Pignard, arbitre de la rencontre, alerte le délégué qui fait annoncer une mise en garde dans les enceintes du stade, mais 10 minutes plus tard, de nouveaux projectiles le contraignent à interrompre la rencontre. Les joueurs entreront au vestiaire pendant 12 minutes, puis la rencontre parviendra à son terme. En réaction, la commission de discipline de la LFP place le dossier en instruction et prononce une fermeture pour 3 matchs de 2 tribunes du stade de la Mosson. 2 semaines plus tard, Nice-OM, choc de la 3e journée de Ligue 1, mais cette rencontre n'arrivera jamais à son terme. Durant toute la rencontre, chaque coup de pied arrêté en faveur de l'OM est l'occasion pour certains supporters niçois de lancer des projectiles sur les Olympiens, jusqu'à la 73e minute où tout dérape. Dimitri Payet, qui s'apprête à tirer un corner, est touché violemment par un jet de bouteille. Le capitaine perd son sang-froid et renvoie à son tour 2 bouteilles vers les tribunes qu'il visait avant qu'Alvaro González n'envoie de toutes ses forces un ballon dans la même direction. S'ensuit une échauffourée avec invasion du terrain par les supporters niçois cherchant à découdre avec les joueurs marseillais. Vous voyez sur ces photos les stigmates de certains joueurs marseillais publiés sur les réseaux sociaux. Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'Olympique de Marseille, s'illustre en donnant un coup de poing à un supporter qui s'écroule au sol. Sampaoli, lui, a besoin d'être calmé par ses adjoints aussi pour ne pas intervenir. Dans la tribune présidentielle, les clans River et Longoria s'écharpent également. Bref,
Le match est interrompu durant 1h30, mais les Marseillais refuseront de revenir sur la pelouse, ne s'estimant pas en sécurité. Il faudra attendre 2 semaines supplémentaires pour connaître les sanctions. La commission de discipline de la Ligue tranchera pour un match à rejouer à huis clos et sur terrain neutre. L'OGC Nice écope d'un point ferme de pénalité. À noter que le gym a enclenché dès le lendemain des incidents, des modifications au sein de ses tribunes pour améliorer la sécurité. Pour ce qui est des joueurs impliqués, Payet écope d'un match avec sursis, Gonzalez de 2 matchs fermes et Pablo Fernandes suspendu de toute fonction officielle jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, c'est pas fini. La Ligue 2 non plus n'est pas épargnée par ces incidents. À l'issue de la 7e journée, le 11 septembre dernier, l'AC Ajaccio accuse un joueur de Sochaux d'avoir agressé un de ses stadiers et annonce porter plainte. De son côté, Sochaux affirme que 7 de ses supporters ont été brutalement agressés par des stadiers à l'issue de la rencontre, alors que des échauffourées prenaient de l'ampleur dans le couloir des joueurs. Le bus censé ramener les supporters sochaliens à l'aéroport après la rencontre sera coincé plus d'1h30 sur le parking. Et Christophe Diédhiou, le défenseur sochalien accusé d'avoir agressé un stadier, est interpellé à l'aéroport et passera la nuit en garde à vue avant d'être auditionné le lendemain. L'enquête suit toujours son cours. Puis dernier incident en date, à déplorer, c'était la mi-temps de ce fameux Lens-Lille. Samedi dernier, des supporters lensois ont forcé le cordon de stadier de leur tribune et tenté d'escalader le grillage les séparant de la tribune réservée aux supporters lillois. Des objets, dont des sièges, ont volé d'une tribune à l'autre avant que certains supporters artésiens ne tentent de passer par la pelouse. Bilan, 87 sièges arrachés et 6 blessés. La mi-temps habituelle a duré 45 minutes au lieu des 15 minutes, logique. Et dès lundi, hier donc, la commission de discipline de la LFP inflige un huis clos total à l'encontre du Stade Bollaert pour les 2 prochaines rencontres à domicile. Et côté lillois, le parcage visiteur est fermé à titre conservatoire pour les matchs à l'extérieur. Vous n'imaginiez pas un jour présenter Faites entrer l'accusé? Non. Bravo, même si j'adore ça. On essaye de le dire un peu avec le sourire, mais tellement ça nous agace, tellement ça nous met en colère, ces débordements qui se multiplient. On va pas les football dans cette émission évidemment, mais on pouvait pas laisser comme ça ces événements et ne pas en parler. Alors est-ce que vous êtes inquiet pour la Ligue 1 à la suite de ces multiples débordements? Regardons vos réponses. Oui, il faut marquer le coup pour Alicia. Oui, pour Bruno. Attention à l'engrenage pour Nabil. Oui, pour Laurie, pas encore, mais il faut agir pour Benoît. Et oui, pour Julien. On en parlait un peu rapidement hier, du coup on a décidé qu'on allait en faire un thème un peu plus long. Laurie Delostal, j'ai commencé avec vous. J'imaginais que c'était aussi évidemment le reflet de notre société. C'est ce qu'on voit aussi, la colère sur les réseaux sociaux, la colère dans certaines manifestations, la colère de certains corps de métier, la colère de certains citoyens, la colère même dans ce qui nous divise en ce moment, même si ça semble aller un petit peu mieux. Est-ce que finalement, c'est ce qui se passe dans un stade de foot? Je me pose la question depuis des semaines de savoir pourquoi on en arrive là, en fait, pourquoi il y a toutes ces violences. Et effectivement, on dit toujours que le sport est le reflet de la société. Et là, c'est le cas. On est sur des minorités qui sont violentes. Voilà, tout cela est clivant. On est dans une société qui est clivée et on est dans des stades qui sont clivés. Donc ça, c'est le pourquoi. Et c'est important d'en parler, en fait, je crois, parce que s'interroger sur le pourquoi on en arrive là, c'est aussi se demander comment on peut trouver des solutions. Moi, le tout répressif, de manière générale dans la vie, j'y crois pas. Là, j'y crois pas non plus. On s'est tous un petit peu dit, il faut agir fermement, il faut sanctionner. Moi, après les sanctions de Nice-Marseille, je trouvais que c'était les bonnes sanctions et je continue à trouver que les sanctions collectives, les sanctions envers les clubs, ne doivent pas être plus fortes. Il faut sanctionner individuellement, ça c'est la justice qui le fait et ça prend un peu de temps et c'est un peu frustrant mais c'est normal en fait, on met pas les gens en prison comme ça au bout de 2 secondes. En revanche, il est temps de réfléchir au pourquoi, au comment et de s'interroger de manière plus large. Est-ce qu'il faut plus de dialogue peut-être avec les ultras? Je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je lis, je connais pas forcément la situation, mais est-ce qu'on dialogue assez avec les ultras? Peut-être pas. Et puis là je peux aller encore plus loin. Moi je pense que de manière générale, l'ambiance dans les stades, on doit y penser, on doit penser au vivre ensemble et au vivre ensemble dans les stades. Et pour moi, on vit pas ensemble comme on devrait vivre ensemble dans les stades. Il y a plein de gens, plein de catégories de personnes dans les stades, les enfants, les femmes, les vieux, qui peuvent pas se sentir à l'aise dans les stades. Et regardez sur les photos, moi je vois
une catégorie assez unique de personnes. On va lire ensemble ce que déclare Roxana Maracineanu, évidemment, au nom du gouvernement. On va aller vers des sanctions plus individuelles, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on réclamait nous aussi hier. Punir les clubs pour le comportement de quelques supporters, c'est pas la solution. Il faut aussi que les clubs osent se séparer de certains fans avec lesquels les clubs historiquement n'ont pas voulu se fâcher. Alors on se rappelle notamment du plan Le Proux, ce genre de choses où il a fallu attendre un mort. Je connais Bruno Salomon, votre attachement, et je le conçois aussi aux ultras, au dialogue qui est nécessaire avec eux, vous avez raison. Maintenant, quand certains présidents sont pris en photo lors de certains débordements avec des gens qui ont des t-shirts noirs, qui représentent des groupuscules d'extrême droite, quand on voit des saluts nazis, quand on a des vidéos, des photos de gens qui jettent des sièges sur des enfants, quand on voit certains qui croient qu'on peut faire la loi du talion, quand il y a des bras tendus, il y a un moment, si on les a en photo, si on les a en vidéo, j'entends ce que dit Laurie sur la justice des hommes qui est certes lente mais qui est efficace, là on peut au moins les sortir du stade. Oui, mais quel est l'arsenal répressif pour ces contrevenants, ou en tout cas ces personnes qui font ça? Moi je veux juste rebondir quelques instants sur le plan Le Proux. Tout le football français a regardé le PSG, l'a pointé du doigt. Ce club s'est retrouvé avec 2 morts autour du stade sur quelques années. Il a fallu agir. On est d'accord ou pas d'accord sur ce qui s'est passé, mais on a laissé très clairement le club avec les autorités pour se débrouiller tout seul. Tout le monde s'est dit « Ah, il n'y a que le PSG ». Non, il n'y a pas que le PSG. Il n'y a pas que le PSG parce que en fait les clubs doivent se reprendre sur le fait on ne laisse plus les clés aux supporters. Au Paris Saint-Germain, ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il y a des chants qui plaisent pas ou autres, mais ça après derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un accompagnement aussi, c'est qu'il y a un dialogue aussi. Le dialogue, Laurie l'a dit tout à l'heure, il y en a pas dans certains clubs, il y en a pas avec certains supporters. On veut plus leur parler parce qu'on veut des consommateurs. À Bordeaux, vous avez même vu ce qui s'est passé. On n'arrive pas à se parler avec les nouveaux dirigeants, avec les anciens dirigeants. Il n'y avait pas eu de. Oui, mais je mets pas en comparaison. C'est Longuepé qui ne voulait pas parler avec les. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en connais pas mal des ultramarines de Bordeaux qui sont plutôt très tranquilles à Bordeaux. Ah, mais je dis pas le contraire. Il n'y a aucun débordement et c'est vrai que eux voulaient du dialogue. Mais le président Longuepé, qui est arrivé comme un arriviste à Bordeaux, ne voulait pas de dialogue. Le petit tir pour M. Longuepé. non, mais c'est la vérité. Il a raison en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur la violence, les clubs qui ont eu des problèmes ces derniers temps, ce sont des clubs qui ont peut-être un peu trop laissé la place à leurs supporters. Nice, quand on voit le président River, effectivement, le club de Lens aussi. Et moi, je trouve par contre, sur ce qui s'est passé ces derniers temps, niveau sécurité, je trouve que les clubs sont extrêmement laxistes sur la sécurité. Alors voilà, ça c'était l'autre volet, évidemment, parce que vous parliez du pas tout répressif, Laurie, mais Nabil et Benoît, je commençais avec Nabil, parce que je viendrai vous voir justement en termes de sécurité des joueurs, Benoît, ça m'intéresse aussi par rapport à ça. Pas tout répressif, mais on a vu quand même, par exemple, à Nice, que ça nous semblait très léger en termes de cordon de sécurité. Il y a quand même, tout le monde doit faire un effort d'un peu plus, les spectateurs un peu plus de cerveau par moment, en tout cas, ceux qui sont dans ces situations-là, les clubs un peu plus de sécurité, et puis peut-être un peu plus de dialogue, comme le disait Bruno. Ouais, enfin c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on fait des bêtises, on est sanctionné. Donc je vois pas pourquoi il faudrait sanctuariser, sacraliser le lien entre des supporters et leur club. C'est une responsabilité individuelle de tout un chacun. Moi, je vais chez vous, je casse tout, vous n'allez pas venir discuter avec moi. Vous allez appeler la police et ensuite, je suis puni et éventuellement, ensuite, on essaie de comprendre pourquoi je l'ai fait. Moi, je pars du principe que je ne discuterai pas, en fait, dans un premier temps. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui ont déconné, ils ont déconné. C'est renvoi à la loi, force à l'ordre, c'est comme ça. Je suis pas pour le tout répressif non plus, mais à un moment, il y a des choses qui sont pas acceptables. Ensuite, on peut toujours essayer de comprendre les frustrations qui ressortent, etc., etc. Moi, je suis pour que, en plus, on fasse bien la part des choses entre le sportif et ce qui est de l'ordre public. C'est-à-dire que pour moi, Nice, Marseille, pour moi, Nice, ils ont gagné le match sur le terrain. On aurait pu le terminer. Mais je suis désolé, Dante, Delors et les autres ne sont pas tributaires de ce qui se passe dans les tribunes. Ce n'est pas de leur responsabilité. La responsabilité, elle est de celle des personnes qui commettent ces actes. Pour moi, faire ça veut dire que c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire que... Oui, mais on les a. Donc on a, pardon, mais regardez, on a des photos, on a des vidéos. Donc c'est qu'on me dise pas que c'est pas facile de reconnaître ces gens-là qui sont pas masqués. Quel est l'arsenal les sortir du stade déjà. Puisqu'on est capable de dire. Mais alors, attendez, Bruno. Puisqu'on est capable de dire, je ferme ton stade pour 2 journées. On est capable de dire, en attendant que la loi soit passée par là, je te sors du stade jusqu'à ce que une interdiction de stade peut monter à 6 mois, 1 an, 3 ans. Mais c'est pas. C'est déjà beaucoup. Non, c'est pas suffisant. Non, mais si tu démarres, non, mais c'est une question de volonté politique. Si déjà
Là, le premier match où ça part en cacahuète, parce que là, j'ai mis engrenage, parce que ce qui se passe, c'est que là, après, attention au concours des idiots, parce que sur les réseaux sociaux, ça se chauffe, ça se donne rendez-vous, parce que moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, je sais que des fois, on entendait des bruits, des rumeurs, ah, les autres, ils vont venir de tel endroit, les autres vont venir de tel endroit. Maintenant, franchement, c'est vite réglé, tu vas sur les réseaux sociaux, les messages, ils sont envoyés, ça chauffe et ça monte en température. Nice-Marseille, c'était Nice-Marseille, c'est ça? Mais il fallait taper direct. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, ah bah voilà, on essaye d'arranger un peu tout le monde, un peu de sportif, un peu de sécuritaire. Finalement, on fait un compromis mou, entre guillemets, sans faire de renvoi à une séquence politique de l'histoire de France, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lens-Lille qui repart en cacahuète. Donc on va attendre quoi, en fait? On attend le prochain cours, mais c'est la question. Enfin, on va attendre qu'il y ait un drame. Je reviens sur le Paris Saint-Germain qui a vécu le drame pour enclencher des choses très dures, mais où il fallait y passer. Il y en a eu d'autres, des drames dans l'histoire. Alors évidemment, c'est pas drôle du tout, mais eh bien, il faut en parler, notamment le drame du Heysel en 85, où il y a eu énormément de morts et de blessés, et nos voisins anglais qui ont frappé fort. Alors évidemment, on ne va pas comparer les incidents qui se sont produits en Ligue 1 depuis le début de la saison et ces drames-là, mais dans la foulée, les clubs anglais sont expulsés des Coupes d'Europe, mesure drastique. Margaret Thatcher, alors première ministre du Royaume-Uni, s'empare du dossier à bras-le-corps. C'est la fin des tribunes où l'on se tient debout. On refait les stades qui étaient complètement vétustes. Une police spéciale est formée contre le hooliganisme chargé de l'encadrement des supporters. Et dans un second temps, en 92, avec l'avènement, la création de la Première Ligue, on modernise encore plus les stades, bien sûr, mesure de sécurité. Le prix des places augmente considérablement, qui engendre l'éradication indirecte des supporters populaires. Mesure drastique, je le disais, avec aussi l'interdiction au stade de supporters pris en faute, qui vont directement pointer au commissariat. Résultat, les supporters n'ont plus le contrôle des gradins, il n'y a plus d'espace spécifique qui leur est réservé dans les tribunes. Ça se passe beaucoup mieux depuis ce temps-là en Première Ligue, mais attention, nuance quand même, parce que même si le hooliganisme est éradiqué de la Première Ligue, il existe toujours autour de la sélection nationale. On l'a vu, des incidents lors de l'Euro 2016 dans les rues de Marseille entre les hooligans russes et anglais. 2 ans plus tard, 1200 hooligans anglais avaient été empêchés de se déplacer en Russie. Et pas plus tard que lors du dernier Euro, à Wembley, il y a eu aussi ces affrontements entre supporters. Donc certes, il n'y a plus de soucis en Première Ligue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des problèmes à régler. Je lisais ce matin, Benoît Trémoulinas, dans cet excellent journal qui est l'Équipe, que certains pensaient qu'on ne savait plus organiser de matchs après la pandémie. 1 an et demi, c'est plus organisé. Alors, moi, je travaille aussi en radio, je sais toujours organiser des concerts. Donc je ne comprends pas comment on peut ne pas savoir organiser de match. Je ne comprends pas comment, s'il n'y a pas une volonté totale et absolue de tout le monde. Parce que je crois que Nabil a raison, ce n'est pas vraiment les joueurs qui ont leur mot à dire là-dedans. Moi, ce que je comprends pas, c'est, je suis complètement d'accord avec Nabil, c'est agir, mais agir au cas par cas. Aujourd'hui, avec tous les moyens logistiques qu'il y a dans les stades, aujourd'hui, dans une société où on est quasiment surveillé, il y a des caméras un petit peu partout, encore plus dans les stades. Il y en a là qui nous regardent, tu vois, j'ai une caméra. On voit plein de photos, on voit plein de vidéos circuler sur les réseaux sociaux, sur différents médias. Comment on ne peut pas sévir sur les différentes personnes que l'on voit? Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une loi qui a été mise en place sur une interdiction de stade sur 3 ans, sur 5 ans? À un moment donné, il faut aller loin. Moi, je pense que 5 ans, c'est quelque chose de fort et ça pourrait dissuader les minorités qui rentrent sur le terrain. Après, il y a une réelle réflexion aussi par rapport au confinement. C'est clair. Après un confinement, on se retrouve avec 4 incidents en 1 mois et demi. Bien sûr. Jamais vu. Bien sûr. Est-ce qu'il y a Il y a une relation de cause à effet, clair et net. Il y a eu un sentiment d'emprisonnement. Une frustration de certaines. Non, mais je justifie pas en disant ça. Non, mais j'entends ce que dit Benoît. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'il y a eu sur cette minorité, une certaine frustration, et ça les a fait monter un petit peu. Mais on précise, ça n'excuse rien. Hein. Ça n'excuse rien, mais j'essaie de comprendre en fait le rapprochement, parce que je me dis quand même, il y a quand même une étude à faire. Après un confinement, on se retrouve avec 4 incidents en 1 mois et demi. C'est du jamais vu dans le football. Enfin, moi, en tant que footballeur, j'ai juste connu une fois en quasiment 12 ans de carrière, un incident, c'était un Saint-Étienne-Lyon, un derby où les supporters lyonnais étaient rentrés sur le terrain. Mais autrement, voilà. Et juste dans ce qu'expliquait Alicia, en Angleterre, le législateur est intervenu. Là, je vois que dans les 4 incidents qui viennent de se passer, j'en entends pas beaucoup. On a un gros problème, c'est on est en pleine période d'élection et les tribunes sont aussi des voix.
Donc tu vas pas aller gratter. Oui, mais trop vous voyez fort. par où ça part quand même en termes de politique. Je pense qu'il y a des voies à gratter dans ce cas-là, vous voyez. Ouais, mais je suis désolé, mais est-ce que ça bouge beaucoup là? Est-ce que le législateur est en train de dire il faut s'y mettre, il Par faut contre, qu'on se Bruno, mette on a autour vu de la les table, maires etc. réagir pour être du côté de leur club. On est d'accord. Bah oui. Et plus des gens, plus des. Ah bah c'est récupère mieux que quand Kanté souvent. Ah oui, Ouais, mais je suis c'est ça. Après, ça se fait pas en 5 minutes non plus, faut pas exagérer. Voilà, c'est long. On sent pas une vraie volonté. Des affaires qui sont en cours pour juger individuellement les gens. Ça se fait pas en 5 minutes, c'est pas. Non, c'est long, là. On va arrêter machin. Je suis d'accord, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment donné, on se mette autour de la table, que les gens se mettent autour de la table. par exemple. Excellent, Nabil. Heureusement que c'est pas dans le bingo, là. Mais là, on parle d'un sujet grave et on voulait absolument en parler parce qu'il n'y a pas de raison qu'on occulte cette façade de la Ligue 1. Alors qu'elle est spectaculaire, notre Ligue 1, Julien. Ah oui, c'est malheureux. Ah oui. Après 6 journées, on s'est penché sur la moyenne de buts de notre championnat de Ligue 1. Eh bien, elle est pratiquement à 3 buts par match. C'est colossal. On a du spectacle sur les terrains, mais en tribune, pas toujours. On a du spectacle, mais qu'on n'aimerait pas voir. Regardez, 2,90 buts par match. La moyenne de cette Ligue 1, eh bien, c'est un record depuis 82-83. Donc on s'éclate sur les terrains, mais dans les tribunes parfois. C'est vrai que le derby Lens-Lille samedi, tu le regardes, t'es tranquille, c'est sympa, et là c'est vrai que t'es agacé, tu dis bah non. Donc voilà. oui. Faut pas. On va pas chanter, faire un clip plus jamais. Mais s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Hein. On va revenir au football avec les Lyonnais qui se sont inclinés au Parc des Princes. 2-1, c'était dimanche soir dans un match haut en intensité. C'était vraiment un bon match de foot. Et Peter Bosz, l'entraîneur lyonnais, était cet après-midi en conférence de presse. Et lui considère que son équipe progresse à chaque rencontre. Quand tu joues à Lyon, il y a toujours l'urgence de gagner. Et surtout parce qu'on n'a pas fait ça au début de saison. Le plus important, c'est toujours les points. Il faut gagner. Et aussi, au début de saison, c'est important, on gagne les matchs. Et avec les points, on prend la confiance et on a vu, je pense, depuis le début de saison, on progresse presque à tous les matchs. Ouais. Voilà pour Peter Bosz, que vous avez évidemment bien entendu, hein, parce que vous ne papotiez pas pendant la diffusion de ce son. Donc je vous pose la question, faut-il croire à une grande saison de Lyon? Regardons vos réponses. Alors, tout le laisse présager pour Alicia. Une bonne saison pour Bruno. C'est quoi une grande saison, Nabil Djellit? On peut, j'ai gagné le jeu, dit-elle fièrement. Allez, c'est parti. En étant régulier, pourquoi pas pour Benoît? C'est très prometteur. D'un strict point de vue foot, Benoît Trébolinas, il y avait de l'intensité, on a vu des joueurs vraiment très bons. On commence à voir de manière assez nette l'ambition qui était dans ces mots sur le terrain de la part de Peter Bosz. Et clairement, on a mis une équipe lyonnaise qui a mis énormément d'impact et d'intensité dans le match, ce qui a énormément gêné ce Paris Saint-Germain-là. On voyait que dès le milieu de terrain, dès qu'il récupérait le ballon, ça allait très vite vers l'avant, ça se projetait vite, et du coup, ça a énormément gêné cette défense parisienne. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'implication de Paqueta. Voilà, je pense que c'est un petit peu le joueur clé de cette équipe. Il est capable de récupérer des ballons, de mettre beaucoup d'impact, d'agressivité. On l'a vu 2-3 fois sur Messi, sur Neymar, il n'avait pas peur. Et aussi de vite se projeter vers l'avant tout en étant lucide devant le but. On l'a vu avec ce beau but au Parc. J'espère que Aouar prendra exemple sur Paqueta. Ah oui. Parce que Aouar, techniquement, c'est Paqueta, c'est le même. Mais dans l'implication, dans l'agressivité, c'est ce qui lui manque. S'il regarde bien Paqueta, Aouar peut faire une grande saison. Mais voilà, ça tient qu'à ça pour Aouar. Et je pense que s'ils arrivent à avoir cette régularité Lyon, ils peuvent faire une grande saison. Mais une grande saison, je ne sais pas ce que c'est. Bravo Benoît. Premier bingo positif découvert par Benoît Trébolinas ce soir. Vous avez prononcé ce nom magique, c'est Paqueta. On va faire le petit portrait de ce joueur lyonnais avec Alicia. Et oui, je vous propose de voyager un petit peu, Greg. Et oui, pourquoi pas. On va se faire un petit peu plaisir. Vous saviez déjà, messieurs, dames, que Paqueta n'était pas son vrai nom? Eh bien non, c'est le nom de l'île où il est né, Lucas Paqueta, au Brésil. Cette petite île que vous voyez là, perdue au milieu de l'Atlantique, eh bien c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Notamment, il l'a dit lorsqu'il est arrivé à Lyon, l'île de Paqueta, petit havre de paix de 3000 habitants, loin de l'agitation de Rio de Janeiro, où le jeune Lucas vit une enfance paisible, où après l'école, il joue au ballon sur la plage de Moreninha, plage de sable fin. Bon, voilà, je vais arrêter là. Vous faites ça hyper bien. Franchement, vous faites ça hyper... Moi, je voyageais, là, j'étais parti, là. J'avais les pieds dans l'eau, moi. C'est dit ou pas? Bon, Lucas Paqueta doit quitter son île paradisiaque très tôt, à seulement 9 ans, puisque bien on repère très tôt son talent, sa patte de gaucher. Il quitte alors sa maison à 8h le matin,
matin, il prend le dernier ferry à minuit chaque jour pour rentrer chez lui. Flamengo décide de lui faire suivre un programme de renforcement physique et nutritionnel puisque à 15 ans, il ne mesure qu'un mètre 53. Il ne fait pas le poids dans sa catégorie, mais avec ce programme, eh bien, il va prendre 27 cm en 3 ans. Donc ça va se passer mieux. Il est élu meilleur joueur du pays en 2018. Il est aussi avant tout réputé pour sa joie de vivre. On vous donne un petit aperçu avec cette danse partagée avec son ancien coéquipier Jean Lucas. Malheureusement, cette joie de vivre qu'il avait quelque peu perdue à l'AC Milan lorsqu'il arrive en Italie, il avait aussi beaucoup de pression sur les épaules, Lucas Paqueta, puisqu'il avait l'étiquette du successeur de Kaka. Et puis c'est aussi un transfert record à 38,5 millions d'euros. Un échec, je le disais, il n'aura marqué qu'un seul but pour les Rossoneri en 44 matchs. Le Brésilien veut retrouver son football du plaisir, un foot heureux, comme il le dit lui-même. C'est d'ailleurs Juninho qui l'appelle. Il veut qu'il donne cette bonne humeur au sein de l'équipe lyonnaise. Et il y a vu aussi un signe quand il a été contacté par le club lyonnais la saison dernière. Et oui, lui qui a un lion, une lionne et un lionceau tatoué sur son épaule. On s'est même posé la question, Nabil Gite, si c'était pas le meilleur joueur du championnat de ce début de saison. Hors Paris Saint-Germain, oui, c'est une certitude. Après, si vous le même en mettant le PSG dedans, sur le début de saison. Paris Saint-Germain, t'as peut-être moins de ballons, ça se passe autrement, tu dois peut-être défendre plus à son poste. Enfin voilà, en tout cas, il a les qualités, clairement, pour être dans un top club. PSG ou un autre club, une des meilleures équipes européennes, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je me pose la question, comme Benoît un peu, c'est de savoir est-ce qu'il est complémentaire avec Aouar ou est-ce qu'il a piqué la vedette à Aouar. C'est ça en fait le souci. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Parce que c'est vrai que quand vous avez des joueurs de cette qualité-là, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il rayonne aujourd'hui tellement qu'il y a pas vraiment beaucoup de place autour de lui, sauf si vous mettez Aouar en haut à gauche, sauf que Toko Ekambi est très haut. Avec Guimarães, ça se passe bien. Et avec Guimarães, en plus les Brésiliens, on va pas se mentir, ils aiment bien jouer entre eux. Enfin, ça, on le sait, dans tous les clubs, c'est comme ça. Et Cacré qui est là pour apporter du volume, de l'abnégation, et qui a aussi des qualités. Donc voilà. Donc pour revenir à ma question, parce que c'est quand même le plus important de cette émission. Votre réponse. Ouais, ma réponse, ouais. Mais répondez, parce que là, ça fait déjà 1 minute 30. Allez-y, finissez de répondre. Pour moi, une grande saison, c'est faire ce qu'a fait Lille ou Monaco, c'est-à-dire faire tomber le Paris Saint-Germain. Le podium retrouvé. Non, mais le podium retrouvé, c'est une normalité, c'est une anomalie que Lyon ne soit pas sur le podium. Et c'est pour ça, et je lâcherai la balle, que pour moi, si Lyon termine sur le podium, ils auront fait une bonne saison, comme le dit Bruno à juste titre. Alors, on l'évoquait juste avant, c'est vrai que la saison de Paqueta, elle est assez impressionnante. 6 matchs de Ligue 1, 4 titularisations, 3 buts déjà. La moyenne de 6,5 dans nos colonnes. Mais face au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui a récupéré 10 ballons. C'est un milieu offensif, meneur de jeu, mais qui a récupéré 10 ballons, qui a disputé 27 duels. Je crois que c'est le joueur avec Neymar qui a disputé le plus de duels dans la rencontre. Donc bref, il a une panoplie assez large, ce Brésilien. Et Laurie, pour jouer le podium ou faire une grande saison, il faut battre aussi 3. Il ne faut pas juste être bon contre le PSG. Ils avaient semblé démarrer une série avant de jouer Paris. 3 victoires ils y étaient. Sans le jeu de mots avec 3. Là. Non, il n'y a pas de jeu. Non, pas du tout. Mais ils jouent 3 demain. Vous voyez, ils est marqué en bas, Lyon 3. Donc ça veut dire qu'il faut aussi battre des équipes qui sont plus mal classées. Voilà, il suffit d'avoir vu le match pour voir que c'est une défaite qui est... Il fallait changer l'arbitre, plus que non. Ouais, et puis c'est injuste à la fin. Enfin bref, voilà, c'est la fameuse défaite encourageante, évidemment, parce que dans le jeu, c'était vraiment. C'était quoi votre question du coup? Ma question, c'était il faut enchaîner, battre 3. Non, en tout cas, pour faut pas faire les montades. Vous voulez pas répondre à ma question, vous voulez répondre à Nabil. Sur ce que tu disais, il y a faire une bonne saison pour Lyon. L'objectif de Jean-Michel Aulas affiché, c'est aussi le parcours en Ligue Europa. C'est vrai. Beau parcours en Ligue Europa et le podium. Non, ce que je trouve intéressant, Paqueta, Lopez, qui montrent des belles choses. Et puis, on sent qu'ils en ont un peu sous le pied aussi par rapport aux recrues. Boateng, là, c'était un peu mieux. Shaqiri, bon, on pas espère, au parc, en tout cas pour Lyon, qui peut donner plus, quoi. Et donc, il y a... Leurs 3 recrues vont être intéressantes, c'est sûr. Boateng, là, déjà en un match, ça va beaucoup mieux. Boateng, c'est sûr, lui, c'est comme Paqueta, il est dimensionné il peut jouer au PSG, Boateng, quand il est à 100%. Mais Shaqiri, moi, c'est une question, j'attends de voir, parce qu'il a été en échec quand même en Angleterre. Alors, il nous a fait des misères à l'Euro. C'est son premier match. Moi, je vais pas tout de suite
Mais bon, il porte trop le ballon, il fait des mauvais choix, donc on attend quand même beaucoup plus de lui. Si c'est lui la star de Lyon, parce que j'entendais, oui, c'est la star de Lyon. Bah, putain, franchement, ça fait peur. Et c'est vrai que face au Paris Saint-Germain, il a été en difficulté. Il perd 17 ballons dans la rencontre, la note de 4 sur 10 dans nos colonnes. On parle de Jérôme Boateng. Lui, Jérôme Boateng, c'est la note de 7 sur 10 face au Paris Saint-Germain, de la sérénité, de la tranquillité sous la pression parisienne, tranquille pour l'ancien joueur du Bayern. Et Emerson, le latéral gauche, lui, qui a parcouru, vous le voyez, pratiquement 11 km. C'est le troisième joueur lyonnais qui a le plus couru durant la rencontre. Vous croyez en Peter Bosz et en fait qu'il puisse vraiment emmener Lyon très haut, Bruno? Ah oui, moi j'y crois. Après, je fais juste petit point alerte avec les Lyonnais. Depuis plusieurs saisons, face au Paris Saint-Germain, tu as du Paqueta, tu as tout le monde concentré. Ils y vont au mastic, on tient. Et après, derrière, contre 3, c'est terminé, rideau, tu te fais battre 1-0 et c'est terminé. Donc, si cette équipe fait une grande saison et une bonne saison, c'est qu'elle va apprendre de tout ça et que Bosz va leur permettre on bat 3, on fait des gros matchs face aux grosses équipes et on va pouvoir faire des résultats. Mais à ce qu'elle nous a fait voir, bien sûr, dimanche soir, cette équipe a sa place dans les 3 et ça fait du bien de retrouver quand même Lyon à cette place-là. Oui, c'est pas dans le bingo, là, c'est à place dans les 3. Ah, une alerte. Oui, concernant Dimitri Payet, qui sera forfait face à Angers. Le prochain match de l'Olympique de Marseille demain, donc sans le mettre à jouer, Dimitri Payet. La Ligue 1 des remplaçants. C'est pas possible. Ah, mais ça, c'est les journées en semaine, les gars veulent pas. Donc, chose à faire. Il y a des séries, il y a l'équipe à regarder, bon, ils ont pas le temps. Voilà, pour ce débat Lyon, on parlera à nouveau foot avec les paris du mercredi, la Ligue 1. On parlera de Messi, forfait à Metz. On dit pour le mercredi, c'est les paris de la Ligue 1. Et puis, c'est comme on veut au niveau de la date. C'est pas très grave. On vous demande, comme chaque vendredi normalement, veille de Ligue 1, quels sont les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les buteurs qui vont briller. On regarde tout de suite vos ardoises. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alicia, vous me dites Lyon pour la confirmation, Lorient pour Bruno Salomon, Nabil Djellit, Messi. Mais non, excellent. J'aurais dû le mettre dans le bingo. Je ne vois pas ce qui est écrit. Ben Yedder, votre stylo ne marche pas. Ben Yedder. J'ai Jonathan Grady pour Benoît Trémolinas et Nubel qui va briller ou au moins plonger pour Julien. Regardons le. Oui, répondez Nabil. Qu'est-ce que vous avez mis pour de vrai? Gourvenec, c'est bien. Jocelyn Gourvenec. De vive voix. Tout pour l'humour, Nabil Djellit. Regardons le programme de cette journée de Ligue 1 en semaine. Alors, quelles affiches nous attendent? Ça va apparaître, je peux sourire, voilà. Lille-Reims, Monaco-Saint-Etienne, Montpellier-Bordeaux, Nantes-Brest, Rennes-Clermont, Angers-Marseille, on en parlera tout à l'heure, Lens-Strasbourg, Lorient-Nice, Lyon-3 et Metz-Paris-Saint-Germain, évidemment. Il y a des matchs de la peur, des matchs à enjeu, des matchs pour confirmation, il y a tout ce qu'on veut. Et je vais commencer avec vous, Bruno Salomon. Vous me parlez de Lorient, vous me disiez... Lorient, c'est une équipe qui avance masquée. Ben oui, c'est masqué puisque cette équipe de Lorient est 7e face à Nice. C'est encore un gros match pour eux et à chaque fois qu'ils prennent un gros, ils leur posent des problèmes. Voilà, Mofi l'orienté devant, ça tourne bien. Pélissier, c'est toujours aussi bien structuré ses équipes, c'est offensif, ça a envie d'aller de l'avant. Et cette équipe de Lorient, personne n'en parle. Alors oui, à l'extérieur, elle a du mal, mais à domicile, c'est intraitable. Allez demander à Lille, allez demander à Monaco, ils se sont fait secouer, ils sont repartis sans les points ou très peu. Donc cette équipe de Lorient, moi, elle me plaît et bravo à Christophe Pélissier pour le travail parce que il n'a pas énormément de matériel non plus sur la pelouse et il en fait quand même, il fait quelque chose de très sympa. Donc voilà, Lorient, c'est mon pari du week-end. Effectivement, à domicile, de la semaine, mais c'est compliqué. C'est pas un peu le sou, on sait plus ce qu'on dit. Oui, c'est le pari de la semaine. Voilà. Effectivement, Lorient à domicile, c'est assez impressionnant. Il reste sur 6 succès de rang. C'est la meilleure série de leur histoire. Hein. Vous vous rendez compte pour les Lorientais à domicile. Et puis Lorient n'a perdu que 2 de ses 11 derniers matchs. Donc ils sont sur une bonne série, les joueurs de Christophe Pélissier. On va justement l'écouter, l'entraîneur lorientais Christophe Pélissier, l'entraîneur de Lorient. Pareil que c'est le rythme des champions, je sais pas. Ouais. Non, mais bon, voilà, c'est que on avait une semaine énorme avec déplacement ici, réception de Nice et déplacement à Lyon. C'est bien de le commencer en continuant à faire tourner le compteur. On va passer d'un entraîneur à un autre. Nabil Djellit, vous avez dit Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur du champion de France en tête Lille. Je suis pas persuadé qu'il brille, mais il a intérêt à briller. C'est plutôt mon angle, quoi. Parce que là, pour moi, Lille, c'est un peu sur la jante, là, parce que effectivement, c'était difficile de succéder à Galtier, pour n'importe quel coach. On avait quand même des réserves sur le choix, mais c'est normal de laisser sa chance, entre guillemets, au produit, parce que c'est quand même un entraîneur étiqueté Ligue 1. Et là, ça devient très compliqué, parce que là, c'est au bord de la zone rouge, déjà.
Moi, je n'imagine. Ils ont une séquence avec 2 victoires, ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions. Il y a quand même des motifs d'espoir pour les Lillois. Oui, mais. Et pour Gourvenec. Je vais faire comme Peter Bosz, il faut prendre des points, quoi. Non, mais on en est là, on est à 5 points. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a pris 12 buts en l'espace de 5 journées. La saison dernière, sur toute la saison, elle en a pris 23. Ils ont déjà pris 50% des buts qu'ils avaient pris la saison dernière. Attention, je dis pas que tout est de sa faute. Mais il y a un moment, malheureusement, vous savez comment ça se passe dans le football. Le premier responsable, ça va pas être Olivier Létang de l'avoir nommé, ça va être Jocelyn Gourvenec. Bon, c'est le jeu aussi, il savait en acceptant sa Donc il nomination. faut gagner là contre Reims, en plus une équipe qui joue pas trop mal au foot. Ils vont payer toute la saison, ils vont payer leur choix de gardien trop tardif et ils ont mal remplacé Mike Maignan, bilan des opérations, tu prends tes 12 buts déjà. Parce que Maignan, il t'a rapporté ton titre de champion de France, c'est Maignan. Hein. Gourvenec, c'est pas terrible. Hein. Non, le début de saison, il est décevant pour les Lillois de Jocelyn Gourvenec qui, comme le rappelait Nabil, n'ont récolté que 5 points après 6 journées de championnat. Seul Nantes a fait moins bien pour un tenant du titre au 21e siècle. Et puis 1,58 points par match, c'est la moyenne de points pris à domicile. Sa deuxième pire moyenne sur une année civile depuis l'élite, depuis 2012 même. Voilà. C'est compliqué. Bon, Benoît, vous l'avez connu aussi, il a été entraîneur de Bordeaux. Là, on a un peu le sentiment, et on le dit depuis le début, sa nomination était un peu surprise, on a le sentiment que c'est le moment ou jamais pour lui de briller, même dans sa carrière. Il a intérêt, parce que déjà, ça avait fait beaucoup parler sa nomination à Lille, surtout pour succéder à Christophe Galtier. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à voir un petit peu sa philosophie de jeu. C'est ça que je trouve inquiétant. Regardez Galtier à Nice, direct, ça a fonctionné parce qu'il a mis en place ce qu'il voulait. Est-ce que c'est pas aussi un peu les joueurs à Lille qui se disent et Galtier en était là, je dis pas sénateur, j'ai pas dit ça. Bien sûr, il y a plusieurs paramètres. Ouais. Il y a le paramètre aussi Maignan, qui était un mur la saison passée, qui rapportait énormément de points, Et il y a aussi Gourvenec, le management. Ouais. On sent est-ce que les joueurs adhèrent à ses principes de jeu? Est-ce que dans le management, il est comme Galtier? Parce qu'attention, moi qui ai connu Galtier, c'est un management hors du commun. Il est incroyable tactiquement et même l'homme. Et je pense que les joueurs lillois se donnaient aussi sur le terrain pour l'entraîneur. Maintenant, c'est à Gourvenec aussi de prendre place dans cette équipe et que les joueurs aussi jouent pour lui. Pour l'instant, ça a du mal à fonctionner. Wissam Ben Yedder, c'est votre choix, Laurie Dolostal, l'attaquant de Monaco. Monaco en difficulté avec une défense un peu fragile. Risqué que j'ai hâte d'entendre le Nubel. Ouais. Ça fait un sacré pari. Mais oui, on verra s'il en dit un petit mot quand même. Peut-être que je pourrais l'autoriser exceptionnellement sur Nubel. C'est un peu plus facile. Pourquoi ? Parce qu'il a marqué ce week-end. Donc déjà, il a marqué son premier but en Ligue 1. Et puis Monaco, on sent bien que... le Monaco du printemps dernier qu'on avait complètement paumé là est un peu en train de revenir depuis la victoire en Coupe d'Europe et Ben Yedder à l'image de son équipe revient aussi. Il a raté en partie la préparation. Ben Yedder il a mis un petit peu de temps à se mettre en route, on va dire, et là il vient juste de marquer son premier but en Ligue 1 contre Nice dans un match qui était un peu chaud. Donc alors c'était sur penalty, mais il a eu des occasions quand même par ailleurs. Il était du premier but aussi, donc je pense qu'il va enchaîner. Ben Yedder, et je pense que Monaco, je ne dis pas qu'ils vont briller à présent, mais je pense que ça va aller un peu mieux. Si c'est un redémarrage. Donc. Parce que là, pour le si coup, le gardien fait des arrêts, voilà, lui, c'est ça. C'est plus. Il va faire des arrêts ou pas? J'espère. Oui, c'est ça. Et Ben Yedder, pourquoi ce pari alors? Pourquoi ce pari? Parce que oui, effectivement, Nubel ne fait pas assez d'arrêts, je trouve, Laurie. Voilà. Ben Yedder, effectivement, début de saison compliqué pour l'international français, comme le rappelait Laurie, qui a ouvert son compteur but dans le derby face à Nice sur penalty. 4 titularisations pour le capitaine de l'AS Monaco, qui va peut-être confirmer son retour en forme là face à la prochaine équipe que va affronter Monaco. J'ai un petit trou. Saint-Étienne. Oui, c'est une bonne occasion du coup. Oui, c'est l'occasion ou jamais de briller. Mais c'est vrai que Ben Yedder, c'est quand même aussi un joueur clé de l'AS Monaco quand même. Il est à l'image, mais Laurie a bien fait. L'a souligné, c'était de rappeler qu'effectivement, il n'a pas fait la préparation et on est tous en attente de ces joueurs. Et là, je suis pas un joueur de foot, mais le dimanche comme ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que c'était. En tout cas, on sent que ces joueurs-là ont besoin de compétition, de se mettre en route. Et là, son but de samedi, face à Nice, ça va le lancer. On l'attend
effectivement, pour cette équipe de Monaco qui a besoin. D'ailleurs, Voland et moi, on pouvait jumeler les deux. J'aurais fait tic et tac, quoi. J'aurais fait les deux. Oui, alors c'est ce que j'avais proposé, mais ça m'a été refusé. Non, c'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. C'est très bien Ben Yedder, mais jumelons-le avec Voland. Je vais faire Ben Yedder. Voilà ce qui s'est passé. Rétablissons la vérité. Hein. Mais vous savez quoi voilà. Alors là, c'est de l'insubordination. Je peux y aller à sa place parce que vous êtes en train de vous étouffer tranquillement, Nabil. Je vous en prie, quittez le plateau, allez vous hydrater, revenez en pleine forme. C'est magnifique ce passé. Hein. Les destins croisés. Magnifique entre Laurie et Nabil. Buvez bien, hydratez-vous, voilà. Bon, merci. Hein. Tout va bien, Nabil, ça va aller. Je rassure la famille de Brigitte, il va bien. Il a juste un petit chat dans la gorge. Benoît, alors là, c'est curieux, vous avez pris un défenseur, vous ? Oui. Qui ? Jonathan Grady. Et pourquoi ? Que je connais bien, parce qu'il était à Bordeaux, il a fait toutes ses classes à Bordeaux et en CFA, il commençait un petit peu à s'entraîner avec nous lorsque j'étais avec Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Et malheureusement, dans une espèce de staphylocoque doré lui a un petit peu coupé, dans son élan et c'était très compliqué pour lui. Et du coup, il est parti de Bordeaux et puis il a navigué de club en club à Bayonne en CFA, puis après il est parti à Tours, à Caen, en atterrissant à Lens. Et aujourd'hui, il fait partie des joueurs clés de cette défense lensoise. C'est un super joueur qui ressort très bien le ballon, qui est bon dans des duels. On a toujours dit dans le passé qu'il était trop petit pour jouer dans l'axe et aujourd'hui, il démontre que non, que par son placement, par son intelligence de jeu, il arrive à jouer dans cette équipe lensoise. Et voilà, c'était plus des félicitations pour son début de saison et j'ai vraiment envie qu'il continue comme ça. C'est sa 3e saison au RC Lens à Jonathan Grady. Cette saison, c'est 5 matchs avec les 100 et or. Vous allez le voir, 16 interceptions. C'est le 12e meilleur intercepteur de la Ligue 1. 82% de passes réussies. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un défenseur qui relance proprement. Sa moyenne l'équipe, 5,6. Il a eu 8 contre Monaco, 7 face à Lille. Puis un autre chiffre à vous donner. La saison dernière, c'est le joueur de Ligue 1 qui a le plus fait avancer son équipe sur le terrain balle au pied avec 7 km parcourus. Donc c'est un défenseur qui casse des lignes balle au pied. C'est important aussi. Et les internautes, quels sont leurs paris, Alicia ? Oui, les internautes, puisqu'on vous demande aussi votre avis à vous tous les week-ends ou en semaine, quand il y a une journée en semaine. Et vous allez voir, aucun nom, aucun club n'a été mentionné en plateau. On commence avec ce supporter-là. Donc pour l'entraîneur, il s'agit de Francaise, l'entraîneur lensois. Pour le joueur de Lucas Paqueta, on en parlait tout à l'heure, possiblement le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Le buteur, Andy Delors qui a marqué son premier but avec Nice le week-end dernier. Et enfin, le club Lens, on le rappelle, qui affronte Strasbourg. Autre internaute, visiblement un supporter marseillais, vous allez le voir. Pour l'entraîneur, c'est Jorge Sampaoli. Pour le joueur, c'est Luan Pérez, un autre défenseur comme vous, Benoît. Le buteur, Bamba Dieng, qui s'illustre depuis le début de la saison. Et le club, on l'aura compris, l'Olympique de Marseille. Il y avait un indice dans son nom quand même. Hein. Oui, un petit indice, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. L'OM qui se déplace à Angers. Voilà pour vos paris. Merci de réagir avec le hashtag EDG, évidemment. La suite, c'est le foutoir. Et ce foutoir vous est offert par Julien Aliane. On commence avec le multiplex du jour. Oui, la 9e journée de Ligue 2 à suivre dès 19h45 sur notre antenne avec en maître de cérémonie Messaoud Benterki, accompagné de Régis Brouard et Pierre Boubier avec Julien Chalouette à l'édition. Vous pourrez donc suivre le leader toulousain en déplacement à Dunkerque. Ajaccio 2e reçoit Niort. Sochaux se déplace à Guingamp. Les joueurs de Jean-Marc Furlan de la GIA à domicile contre Rodez. Pau sera dans le Nord à Amiens. Nancy, la Lanterne Rouge, accueille le GF38. À suivre également Le Havre, Quevilly, Rouen et Guingamp, Sochaux. Où nous étions d'ailleurs tout à l'heure pour ces deux matchs. On va prendre la direction maintenant de Dunkerque, le stade Marcel Trébus. Nous attend notre envoyé spécial. C'est Maxime Gras qui est avec le coach de Dunkerque. C'est Romain Revelli, que vous connaissez, ce nom mythique du football français. C'est le choc des extrêmes entre Dunkerque 19e et Toulouse, leader invaincu. On a hâte de voir ça, Maxime. Oui, clairement, effectivement. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ça va être un plaisir d'assister évidemment à ce match ici au stade Marcel Trébus. Dunkerque qui avait l'habitude de piquer un petit peu les griffes des gros ici à domicile. Évidemment, cet homme qui m'accompagne l'espère pour ce soir. Romain, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est un choc des extrêmes, disait Greg. Comment on appréhende ce match face à une équipe qui a un peu tout d'un ogre quand même ? Oui, bien entendu. C'est sûr qu'il y a une différence en termes de points de classement, mais on reste en début du championnat et je pense qu'il faut nous déjà bien penser à notre contenu, à notre match, penser à nous et puis faire le match qu'on doit faire. Alors justement, contenu et en même temps il y a une urgence de points, il y a une urgence de résultats. Dunkerque n'a pas encore réussi à s'imposer cette saison. Comment on fait justement pour laver les têtes ? Bien sûr, le bilan au niveau comptable il est pas bon.
malgré des prestations qui ont été correctes. Il y a eu des caps importants où on n'a pas su basculer, pas su amener cette victoire, des matchs un peu durs à digérer à l'image de notre défaite ici contre New York, qui était vraiment un hold-up. Donc le doute forcément s'installe un peu, et justement quand le doute s'installe, quand il y a un petit peu les démons dans la tête, il faut rester concentré sur les fondamentaux, je dirais. Donc j'en reviens au contenu, voilà, en faire encore un petit peu plus, rester dans ce qu'on fait de bien, pas faire la révolution tactique ou des joueurs, et puis enfoncer pour que ça bascule enfin. Et vous avez reçu le soutien de votre président indirect ce matin dans les colonnes de l'équipe qui tensait un petit peu les joueurs. Vous n'aviez pas trop apprécié non plus le manque de réaction peut-être le week-end dernier. Vous attendez à autre chose face aux leaders maximaux de Ligue 2. Oui, c'est vrai que attention, il faut le président est quelqu'un d'entier, donc il adore ses joueurs, et nos joueurs sont bien sûr, on est tous solidaires et tous embarqués dans la même aventure. Mais c'est vrai qu'on a progressé sur les premières mi-temps, on n'encaisse pas trop de buts au départ, tout ça. Mais on voit que quand on prend un but, on a peut-être une tendance à manquer un petit peu de tempérament. Donc ça reste nos axes de progression, et vous savez, il faut malgré qu'on les aime fort, nos joueurs toujours les pousser dans leur retranchement. Donc c'est aussi pour ça que parfois il y a des interventions un peu fortes. Voilà. Greg, vous parliez de choc des extrêmes. L'an dernier, le promu Dunkerquois était allé s'imposer chez le relégué de Ligue 1, alors Toulouse. Belaucho avait été chanté dans les vestiaires, entonné par les joueurs dunkerquois. La lutte continue ce soir. Merci Maxime, respirez, tout va bien se passer. Et vous passez le bonjour de la part de Benoît Trémoulinas à Romain, puisqu'il l'a connu en tant qu'adjoint de Galette, Mathilde, donc Christophe Galtier, à Saint-Étienne. Voilà. Oui, voilà. Je lui passe, ça me fait plaisir. Il est très heureux. C'est parfait, on aime les belles histoires dans l'équipe de Greg. J'aurais aimé qu'ils disent qui ça, on aurait rigolé. On se serait marré là, la voyez, là on faisait de la grande télé. Bon au lieu de ça, les gens sont contents, tant pis. La situation critique du jour. Et pour le Barça, tenu en échec à domicile, un but partout face à Grenade, les coéquipiers de Maxime Gonalon. C'est Domingos Duarte qui va ouvrir le score, et la deuxième qui est pour Gavi, qui retrouve Araujo qui va smasher ce ballon. On va écouter la réaction de Ronald Koeman. Si l'on regarde la liste des joueurs convoqués, qu'est-ce que j'aurais dû faire de plus? Jouer en tiki-taka, tiki-taki, alors qu'il n'y avait pas d'espace. Non, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je dois argumenter sur tout. Les gens sont mécontents parce qu'on n'a pas gagné, mais je ne pense pas que les gens soient mécontents à cause de l'attitude de l'équipe. Une fois de plus, le Barça d'aujourd'hui n'est pas le Barça d'il y a 8 ans. Justement, le Barça a changé et la presse espagnole s'interroge. Vous allez voir la une de Marca, mais c'est quoi ce Barça? Tout simplement, brutalement, le journal madrilène titre en une de son journal, de son quotidien. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, lui, a tenu à rassurer les supporters. Écoutez-le. Je vous demande de continuer à soutenir le Barça. On en a vraiment besoin. On traverse une passe difficile. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de vous. Vous pouvez être sûr que l'équipe va tout faire pour remonter la pente face à Cadiz. Restez tranquille, nous savons ce que nous avons à faire et on va rectifier le tir. Oui, là, c'est même plus une situation de crise. Il nous inquiète quand il nous dit là, il est flippant. Allocution du président du Barça. Pour qu'ils prennent comme ça la parole en cours de saison de manière individuelle et qu'ils se mettent en avant, ça veut dire que la situation, elle est partout contre Grenade, on rappelle, parce que là, on voit l'interview, mais le match, équipe, la saison. Il y a eu la défaite contre le Bayern aussi. Oui, contre le Bayern, on a l'impression que c'était des adultes avec des enfants. Enfin, au passage, ça devient extrêmement gênant pour l'image du Barça qui enchaîne les katas depuis plusieurs saisons. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Laporta, c'est pas lui qui a choisi Koeman. Donc, de toute façon, il y a un péché originel. C'est surtout qu'il ne peut pas le renvoyer parce qu'il n'a pas les sous. Il n'a pas les sous, mais on sait très bien que s'il devait le changer, Xavi, à mon avis, ne devrait pas trop tarder à arriver. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont lui laisser du temps? Parce que la saison dernière, ils avaient fait un mauvais début de championnat. Il avait fini par trouver une formule avec un 3-5-2 qui n'était pas inintéressant avec Dembélé et Messi. Enfin, Messi, joueur du PSG aujourd'hui. Maintenant, c'est à lui de trouver la bonne formule, le bon équilibre. Il y a quelques satisfactions. Araujo, celui qui a marqué sur la fin, c'est un des rares joueurs qui, pour moi, dans ce Barça-là, surnage. C'est un joueur sur qui on pourra compter à l'avenir, mais on est loin du grand Barça. Il faut déjà qu'il redevienne le Barça. On n'était plus habitué à voir le Barça
Dans ses profondeurs, c'est peut-être un peu exagéré. Les discours sont éloquents, que ce soit Laporta qui prend la parole de manière hyper solennelle comme ça, et Koeman, moi je pense qu'il va pas rester, qu'il le sait. Qu'il va prendre Laporta, et là, il a l'air d'être en... j'ai failli le mettre en bingo, le Laporta. J'ai hésité, j'en ai préparé un autre, et le Laporta, je l'avais en tête. Je pense qu'il va faire le prochain match et qu'on va pas le revoir après. Il le sait, et là, il a l'air quand même au bout. Là, vous annoncez que Ronald Koeman va se faire virer. Ça sent pas bon, ouais. Je le sens comme ça, et Xavi, il est prêt, il a sa petite clause qui dit que si le Barça l'appelle, il peut venir. Ça fait de toute des façon, années. le Barça, c'est Xavi son œuvre, vous savez. C'est joli. Là, il est lancé. C'est joli. Non, regardez, tout va bien. Vous avez le droit de faire de l'humour. Bon, en tout cas, le Barça déplumé aussi. Oui, mais ils sont en pleine crise d'austérité. C'est une équipe c'est un club qui va passer par une saison cataclysmique. Quand tu vois Laporta dans son décor, t'as l'impression d'avoir un décor des chiens. Même le costard, il sent les années 90. Il l'a ressorti. Non, mais c'est une catastrophe. Non, mais c'est la crise à tous les étages. Et je pense que ce club a besoin de passer par là. Et je suis pas si sûr que Koeman va partir parce qu'ils ont pas un rond pour le sortir. Donc en fait, en gros, ils vont continuer comme ça et on aura le droit à des petites prises de parole, il y aura des petits moments où ils vont s'applaudir entre eux et ça va passer par là parce que de toute façon, ce Barça-là a besoin de passer par là. Ils ont fait n'importe quoi. Pendant des années, ça a été le grand n'importe quoi. Maintenant, ils le payent. Il y a quand même du matos. Oui, ils ont leur académie, ils peuvent encore faire des choses. Souffati Ranier, Dembélé, il y a quand même de la qualité, il y a quand même de quoi faire mieux. Vous regrettez de ne pas avoir joué ce Barça-là là. Vous auriez été champion 10 fois, vous. Non, honnêtement, je suis un grand supporter du Barça et de voir le Barça d'hier soir, ça fait de la peine, honnêtement. Parce que là, ce Barça-là, ça va finir 5e, 6e, je vous le dis. Vraiment. Ah bon ? Ah oui. C'est même pas Ligue des Champions, là. Non, si ça continue comme ça. Même si c'est Grenade, c'est une très belle équipe, même avec les joueurs du Barça qu'il y avait, tu dois faire mieux, tu dois gagner. Là, tu fais un partout, c'est un miracle à la fin. C'est un miracle, hier soir. Et en plus, le contexte du club est compliqué parce que entre Koeman et Laporta, depuis quelques semaines, ils s'envoient des scuds à tout va. Donc on voit que c'est tendu. C'est très tendu dans le club. Clairement, Griezmann, Messi n'ont pas été remplacés. Mais en plus, il y a des blessés, il y a Dembélé, il y a Braithwaite. Donc ça va être une année très compliquée pour le Barça. Est-ce que Xavi va arriver dans de telles conditions, sachant qu'il n'y a pas d'argent ? Moi, je suis lui, j'attends un peu. Je suis pas certain. Attendez, on va en parler. Tu peux être le héros. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, dans la petite lucarne. Peut-être possiblement, et même maintenant avec l'opportuniste du jour. Oui, c'est Robert Moreno, coach de Grenade, qui s'est permis, à la fin du match, d'évoquer la situation du club catalan, bien qu'il ait expliqué qu'il avait beaucoup de respect pour Ronald Koeman. Eh bien, il a fait acte de candidature, tout simplement. Le jour où le Barça m'appellera, je viendrai à genoux, a déclaré l'ex-entraîneur de Monaco. Il a reconnu à plusieurs reprises aussi qu'il était un grand fan du club blaugrana. Bon, en termes de timing, c'est un peu... Là, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect total pour Koeman. On aime ou on n'aime pas ce qu'il fait. C'est quand même un entraîneur, il sait ce que c'est, la pression qu'on a, faire une déclat comme ça. Surtout son équipe, c'est Grenade, il va te faire un partout là. Il dit les gars, les tocards, je peux me barrer moi. Hop. C'est quand même bizarre. Franchement, sa carrière, Enrique, là, c'était pas très, très glorieux éthiquement. À Monaco, il arrive, il fait n'importe quoi. Ben Yedder et Slimani marchent sur l'eau, il les casse le duo. Moi, je l'appelais le Guardiola du Rocher à 2 balles parce que franchement, il s'est complètement déchiré, quoi. On le présente comme un stratège, un analyse vidéo extraordinaire. Deuxième partie de saison de Monaco a été catastrophique. Oh oui. Bon, vous agacez pas quand même. La confiance du jour. Oui, celle de Diego Simeone qui croit dur comme fer au retour de Antoine Griezmann. Après, pourtant, les 2 matchs nuls décevants de l'Atlético de Madrid, décevants sur le plan offensif. L'Atlético qui tentera de rebondir chez les voisins madrilènes de Retafe. Griezmann devrait débuter cette rencontre. Pas d'inquiétude donc pour El Cholo Simeone. Écoutez-le. J'ai une grande confiance en Antoine. C'est un joueur très important pour notre équipe. Les seules choses que je dois lui dire sont sur ses performances et je lui ai déjà dit ce que j'attendais de lui. Bon, on y croit à cette symbiose retrouvée Simeone-Griezmann. On pose la question chaque semaine et je crois qu'on va le faire chaque semaine. On sait très bien que ça va marcher. Après, derrière, ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut aussi retrouver un peu la confiance du côté de Griezmann sur le public et autres. Donc moi, franchement, j'y crois. Je pense que là, ça va repartir. C'est le bon endroit pour lui, Laurie. Oula, Laurie, non, vous avez un doute Moi, je suis comme vous avez un doute. Vous avez aussi un doute? Revenir à la maison, c'est toujours compliqué. Alors là, je suis stupéfait. C'est toujours compliqué en plus que il est parti dans des conditions un petit peu particulières. Les supporters lui en ont beaucoup voulu. Oui, mais enfin, vous savez comment ça marche, bonhomme. Vous connaissez mieux le foot que quiconque autour de ce plateau. Je suis d'accord, mais attention, il y a un Suarez qui marche très bien. Je sais pas, c'est toujours compliqué de rentrer à la maison. On lui fait pas de mal, donc je ne dis rien, voilà.
Moi, c'est efficace aussi. La rupture du jour. Oui, entre le Séville FC et Joris Niagnon qui se dirige vers une séparation. Selon les informations de la presse locale, eh bien, le club sévillan a décidé de rompre le contrat du joueur de 24 ans pour manque de professionnalisme. Séville lui reprocherait son comportement et sa condition physique, pas en adéquation avec un athlète de haut niveau. On rappelle que depuis le début de la saison, il s'entraînait à l'écart du groupe. C'était le cas aussi, il avait des problèmes de forme également. Donc voilà, après des fois il faut chercher un peu plus loin également. Peut-être que psychologiquement des fois quand on mange et tout ça, enfin on ne sait pas, on ne connaît pas les individus, mais en tout cas pour lui c'est dommage parce que quand même un défenseur de valeur qu'on a vu à Rennes, signé à Séville, c'est pas anodin. Séville pour qui vous valide. Faut avoir connaît des grands joueurs. Faut avoir de la qualité. Non, mais c'est vrai. Non, mais Monchi, on sait très bien tout le travail qu'il fait avec le club, avec les joueurs qui recrutent et qui revend à chaque fois x3, x4. Oui, c'est surprenant et de le libérer. De la couper un joueur comme ça en pleine saison. Manque de professionnalisme, ça me surprend. Il doit y avoir vraiment quelque chose de fort parce que venant de Séville, qui est un club assez familial, qui t'aide, même si t'es un petit peu dans le dur, c'est qu'il doit y avoir des choses qu'on sait pas. Le message du jour. Oui, celui de Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United, demande à son coéquipier en club et en sélection, Paul Pogba, de prolonger avec les Mancuniens. On rappelle que l'ancien Turinois est sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Red Devils. C'est sa décision, nous dit Raphaël Varane, mais bien sûr, j'espère qu'il restera ici longtemps. C'est un joueur fantastique, évidemment. J'espère qu'il restera. Oh, ça va nous faire des débats. Pogba qui reste à Manchester ou pas, c'est très égoïste de penser comme ça. En l'occurrence, c'est vrai parce que c'est un joueur fondamental pour la sélection, Bruno. Joueur fondamental, mais peut-être qu'il a des envies d'ailleurs. Il y a peut-être d'autres clubs. Je vous rappelle que c'est le grand marché désormais. Il faut partir libre pour aller signer un bon gros contrat et pouvoir se. Voilà, peut-être que Varane, il se dit j'aimerais bien rester avec lui pour passer un peu de temps, mais voilà. Oui, c'est ce qu'on voit là, notamment ces joueurs comme Messi par exemple, ou d'autres qui vont jusqu'au bout de leur contrat et qui sont maîtres de leur destin et de leur prime. Mbappé, voilà. Mbappé, vous avez raison. Donnarumma, voilà. Non, il y a quelques Wijnaldum, voilà. Donc, très bien, on peut tous les faire. C'est pas inquiet. C'est un jeu. C'est un nouveau jeu. Avant on vient de remporter le jeu de qui va au bout de son contrat. Félicitations. Thauvin, c'est important. On va passer au souhait du jour. Alors. Oui, celui de Ruud Gullit, Ballon d'Or 1987, qui a rendu hommage aux joueurs qui auraient mérité de gagner le trophée et qui, malgré leur talent ou leur performance, ne l'ont pas remporté. Le Néerlandais en a profité pour évoquer son favori pour le prochain Ballon d'Or. Écoutez-le. Les joueurs qui marquent des buts volent toujours la vedette aux autres. Ce serait beau pour une fois qu'un joueur qui n'est pas spécialement sous les feux de la rampe puisse gagner. Quelqu'un comme N'Golo Kanté, qui a tellement bien joué cette saison, mériterait de gagner le Ballon d'Or. Kanté a giocato molto bene, anche Kanté è uno che può meritare lo stesso premio. Quoi, c'est pas juste un débat franco-français d'imaginer Kanté avoir le Ballon d'Or. Ruud Gullit, il a eu le Ballon d'Or, ça a été un des plus grands joueurs de foot des années 80 et 90. Donc... Non, mais il a dans l'absolu, il a raison. Mais Kanté, malheureusement, avec l'équipe de France, s'il avait été au bout à l'Euro, il aurait répondu à toutes les cases, il aurait coché. Ah donc c'est un Italien alors, si je suis votre Après, c'est un autre débat. C'est un débat de savoir est-ce qu'on valorise davantage maintenant les joueurs défensifs ou dans un registre plus défensif, parce que Gullit, à son époque, c'était le meilleur dans son secteur de jeu. Mais si on avait récompensé le meilleur milieu de terrain, récupérateur, à l'époque, comment il l'aurait pris, lui? Donc c'est aussi ça, c'est une question de perception quoi, du football. Quoi. Malheureusement, c'est aussi les datas, les stats qui font aussi aujourd'hui la différence. Donc Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, Mané, Salah, c'est De Bruyne, c'est les premiers noms qui viennent. L'ultimatum du jour. Eh bien, l'UEFA dispose de 5 jours pour retirer ses sanctions aux derniers clubs sécessionnistes. Et oui, à savoir le Real, le Barça et la Juve, qui ne sont toujours pas retirés du projet Super League. C'est ce qu'affirme Marca, citant un ultimatum du juge espagnol Manuel Ruiz de Lara, du tribunal de Madrid. L'annulation devra figurer sur le site officiel de l'instance européenne. Passé ce délai, l'UEFA et Ceferin feraient l'objet de poursuites judiciaires pour non-respect du principe de libre concurrence. Bon, on suivra ça avec attention, évidemment. La déclaration du jour. Celle de Thierry Henry, le consultant Amazon, s'est confié à nos confrères du Parisien. Il a notamment fait le point sur sa carrière d'entraîneur, qui est en ce moment entre parenthèses. Je reste assistant avec la sélection de Belgique. Je remercie le coach Roberto Martinez de m'avoir réintégré dans le staff. J'ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l'avenir me réserve. J'attends tranquillement
les projets qu'on proposera dans le futur. C'est ce qui lui manque un petit passage dans l'équipe de Greg. De temps en temps, là, comme ça, avec vous, Thierry Henry, ma foi, ce serait pas mal, l'appel est lancé. Non seulement il joue à Paris, mais en plus, il jouera pas demain contre Metz, Julien, c'est officiel. Oui, c'est officiel, il a passé une IRM ce matin qui a révélé une contusion au niveau du genou, contusion osseuse pour l'Argentin qui sera donc forfait face au FC Metz. Un nouveau point sera fait dans les 48 heures. Voilà pour ce point médical. On va maintenant écouter Mauricio Pochettino qui était en conférence de presse tout à l'heure et qui revient sur la sortie de Lionel Messi, la façon dont il l'a sorti à la 70e minute. Depuis le banc, nous observons tous les joueurs et ce qu'il se passe sur le terrain pendant le match. Nous avons vu Léo Messi manipuler son genou. Il a recommencé à le faire après une frappe. Avec les informations dont nous disposions à cet instant, nous avons décidé de le remplacer. Voilà pour l'explication, on va dire désormais officielle, donnée par Mauricio Pochettino. Alors, est-ce que ça change la donne finalement, cette nouvelle explication sur la sortie de Lionel Messi? Est-ce que cela donne raison à Mauricio Pochettino? Regardons vos réponses. Bien vu pour Pochettino, pour Alicia. Bah oui, pour Bruno. Il n'y a pas penalty sur Neymar. Messi est le GOAT, on ne le sort pas. Pour Nadine. Petit oui pour Laurie. Oui moyen pour Benoît et légèrement pour Julien. Bruno, je vais commencer avec vous. Vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour France Bleu Paris, je le disais tout à l'heure. Bon, les seules questions que tout le monde se pose, Nabil vous l'a encore dit là pendant l'interview de Mauricio Pochettino, pourquoi il ne dit pas ça à la sortie du match en disant on l'a vu se toucher le genou, j'en sais pas plus, je prends pas de risque. Point. Mais sur les blessures, je sais pas, il est pas bon sur cette communication-là. Là, ça fait 2-3 sorties où il essaie de se détendre un peu avec les journalistes, mais c'est compliqué depuis le départ. Alors avec France Bleu, j'ai réussi à le rencontrer hier. On a un peu discuté avec lui, mais même sur cette histoire de Messi, un peu en inside pour vous expliquer, il voulait même pas le dire voilà, il a une blessure quoi que ce soit. Il restait sur ce côté. On a pris la décision, c'est un choix de mon staff, je les suis et je suis tout le monde. Voilà. Après, derrière, je pense que le sujet est tellement touchy. Ah bah oui. Mais même s'il annonce, il a un gros problème au genou, tu sais très bien que ça part dans l'autre sens aussi. Et que, il aurait dû le sortir plus tôt parce qu'il s'est blessé au genou, il a manipulé son genou. On sait comment ça se passe sur Messi. On est en train de découvrir, nous aussi, la presse française et les médias français, sur ce qui se passe pour Messi. C'est-à-dire qu'il se touche un tout petit peu le genou, hop, et déjà ça part en sucette. Et là c'est pareil avec l'entraîneur qui, pour certains, prend pas la décision. Moi je pense qu'il a pris la bonne décision et je suis désolé, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission. Le Paris Saint-Germain n'a pas recruté un joueur de 25 ans, il a recruté un joueur de 34 ans et tu le fais pas jouer tout le temps. Et il est forfait, hein, Laurie, c'est ce qui change. C'est pas juste si encore il est dit légèrement blessé, il joue pas à Metz, mais là oui, il joue pas. Considérer que ça donne raison à Pochettino. Après sur ça, comme c'est vrai globalement je le trouve pas très bon Pochettino. Je sais pas s'il fait des efforts d'ailleurs. Est-ce qu'il s'en fout ou, Ah non, il est. J'ai faire pour lui qu'il fait pas d'efforts parce que c'est vrai que je le trouve pas extrêmement bon. Mais moi, ça me choque pas qu'il explique pas dimanche soir. Après tout, il fait ce qu'il veut, c'est lui le boss. Et il a pas à dire on l'a sorti parce qu'en fait on a l'impression qu'il avait mal au genou, tout ça. Non, il fait ses choix. On a longtemps reproché aux entraîneurs parisiens de pas avoir sorti les stars. Le courage, ouais. Voilà, je trouvais pas les mots, de gérer les stars. Là, ce qu'on lui demande à ce garçon, c'est c'est l'alignement de stars le plus lourd de l'histoire au PSG. Donc, ouais, non, moi, il y a rien qui me choque. En dehors du fait que je le trouve pas très bon en com, mais bon, il a le droit, c'est pas. Mais pourquoi à la sortie du terrain, Benoît Trémoulinas, vous avez déjà été sorti par votre entraîneur, vous avez déjà été sorti pour une alerte, là, dans ce genre de choses. Enfin, j'imagine. Je connais pas tous les matchs de votre carrière, 98%. Mais enfin, à ce moment-là, il peut lui dire, ça donne pas ce body language des deux. En fait, c'est ça aussi qui sème le trouble. Parce que, évidemment qu'on s'empare de cette situation. Comme l'a dit Bruno, c'est Lionel Messi. Non, mais ce qui sème le trouble, c'est surtout la déclaration que Pochettino fait en conférence de presse à la fin du match, où il dit je le sors parce qu'on a des choix à faire. Il n'a pas dit qu'il a sorti parce qu'il avait mal au genou. Là, il le dit aujourd'hui, pour peut-être un peu se dédouaner de tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à la fin du match, il dit je l'ai sorti parce qu'il y avait des choix à faire. Pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, on ne sort pas Messi. C'est comme ça. C'est son premier match au Parc. Il était bien physiquement, même si en deuxième mi-temps, il a eu un petit creux, mais un joueur comme ça, en fin de match, il vous fait gagner un match. Ils ont gagné. Ils ont gagné, je suis d'accord. Mais Messi, c'est son premier match au Parc. Avec Neymar, avec Mbappé, est-ce qu'il a déjà fait ce genre de choses? Je suis pas sûr. Ça fait 2 ans que les deux... Donc ça rejoint l'alerte genou. Oui, mais alors pourquoi
à la fin du match, lors de la conférence de presse, il dit « j'avais des choix à faire ». Maladresse, mauvaise communication. Alors, soit c'est une maladresse, ou soit il a voulu aussi appuyer en disant « c'est moi le boss, voilà, c'est moi qui fais… » Et c'est grave, ça ? Et je fais ce que je veux. Non, moi je suis assez d'accord avec... Mais c'est pas grave de vouloir être le patron. Dans le sens où il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans. Il y a aussi, lui, son crédit, son image et son autorité. Donc, à ce moment-là, il a peut-être pas envie de discuter avec les gens. Il dit, écoutez, le patron, c'est moi, je suis payé 9 millions par an. C'est moi qui prends les décisions, parce que vous êtes bien d'accord que, au-delà, les deux grands débats qu'on a depuis le début avec ce Paris Saint-Germain version XXXL, c'est est-ce que c'est une attaque ou une équipe ? Est-ce que les trois devant, ça va le faire ? Et est-ce que Pochettino est l'homme de la situation. Est-ce que Pochettino va être capable de manager cette équipe ? Et c'est des questions qui sont légitimes. Et je pense qu'il y a aussi ça qui se joue derrière, en fait. Il y a aussi... Attendez, vous avez cru quoi ? Que j'étais un entraîneur par défaut ? Un pantin, quoi. Non, moi j'ai sorti Messi. Alors là où je rejoins Benoît, tu peux le sortir, surtout s'il a un problème de genou. Mais j'ai l'impression que le joueur... Après, je me trompe peut-être, j'ai pas tous les éléments. Mais tu le sors avec son accord. J'ai pas eu ce sentiment-là. Je me trompe peut-être, parce que c'est pas un joueur comme les autres, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est Messi, c'est son premier match. C'est quasiment le plus gros match de la saison pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 avec l'OM. Messi, même s'il a mal au genou, il sort pas forcément s'il y a FC Barcelone, Atlético Madrid ou FC Barcelone Real. Il t'appelle début de saison, avec une préparation plus longue. Non, mais il y a toujours un petit... bravo Nabil, pardon, je coupe parce que vous étiez dans le bingo positif. Non, mais ça c'est positif, c'est bien. Vous avez parlé du management de Mauricio Pochettino et le côté soft power. Ça veut dire quoi ? Qui était, c'était la une de l'équipe. Oui, mais j'explique, vous avez raison, c'est un terme en anglais. Avant qu'Alicia ne développe, vous vouliez répondre, Benoît, je vous laisse finir. Je rejoins Nabil, c'est vrai que lorsque tu as tes meilleurs joueurs ou ton meilleur joueur qui a une petite alerte, généralement, tu l'appelles, tu viens, tu discutes. Exactement. Combien de fois j'ai vu Laurent Blanc avec Gourcuff, qui était notre pièce maîtresse, venir le voir, ça va, yo, au Barça, c'est pareil. C'est des joueurs, ce sont des génies. C'est le GOAT, Messi. Tu dois parler. Quand il est sorti... Meilleur joueur de l'histoire, je précise, on parle qu'anglais dans cette émission. Avec Ronaldo. Quand il est sorti, il était surpris. L'image... Mais est-ce que, sur l'image, après la séquence, ce qui est assez rigolo, c'est que la séquence en vidéo, on l'a pas. Est-ce que vous l'avez vu, la séquence ? Moi, j'ai vu la main, il se touche les doigts. Il se l'effleure. Voilà, il se l'effleure, il se touche les doigts. Là, sur la photo, c'est, je sais pas ce que j'ai. Est-ce que si je retourne le truc, bien sûr, on peut tout faire dans l'image. C'est peut-être le côté, je sais pas ce que j'ai. Oui, après derrière, t'as Paredes, l'ambianceur au milieu, qui est là. Alors qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es sorti, ou qu'est-ce que t'as, je sais pas, ça me coince un petit peu. Et ça peut être, je sais pas pourquoi il me sort, et je sais pas pourquoi j'ai mal. Ça peut être, je suis fâché, pas parce qu'on me sort, mais parce que j'ai un peu mal au genou. Et nous, on sait tout. Voilà, je suis pas content parce que je me suis fait mal. Il serait fâché parce qu'il l'a sorti, ce qui est arrivé plein de fois avec Mbappé, ce qui arrive même quand on est mauvais et comme dans n'importe quel sport qu'on n'a pas envie de sortir. C'est pas pour autant que 2 secondes après, il sera encore fâché. Enfin, je veux dire, c'est sûr, on s'appuie sur cette image, mais bon. Bon, c'est une décision qui fait débat, on le voit bien en plateau. Mais ça reste un choix fort de Pochettino. On connaît tous l'expression gouverner d'une main de fer dans un gant de velours. Eh bien, c'est un petit peu ce qui peut s'apparenter au management de Mauricio Pochettino. L'équipe aujourd'hui titrait un management soft power, comme vous pouviez le voir derrière Greg tout à l'heure. Et oui, c'est de l'autorité mêlée à de la souplesse, un management bâti sur une adaptation permanente, comme nous le dit Damien Degord dans son excellent papier aujourd'hui dans nos colonnes. Et Pochettino, qui est un entraîneur très accessible. On apprend toujours dans ce papier que la porte de son bureau est toujours ouverte. Un entraîneur proche de ses joueurs, parfois même paternaliste, qui privilégie les échanges calmes en tête-à-tête, pas vraiment adepte des coups de gueule. Vous le disiez tout à l'heure, Laurie, c'est vrai que dans sa communication devant les médias, c'est pas terrible, c'est un peu lisse, un peu langue de bois, mais c'est un management qui a évolué aussi au cours des saisons, puisqu'il l'a déclaré en 2017 quand il était entraîneur de Tottenham dans l'équipe. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais inflexible, je ne négociais jamais rien. Aujourd'hui, je suis tout le contraire, le plus flexible possible. J'essaie de négocier tout ce qui peut être négocié. Le leadership vient de la capacité à se montrer spontané, naturel et à partager avec le groupe plutôt que de vouloir imposer
son point de vue. Donc encore une fois, c'est un entraîneur à l'écoute, mais qui peut aussi faire des choix forts. On l'a vu avec la sortie de Léo Messi. Et vous l'avez dit d'ailleurs autour de la table, il sort pas souvent. Ah non, clairement, il n'est pas habitué à sortir. Léo Messi, une seule fois sorti la saison dernière avec le FC Barcelone. Sur les 371 matchs qu'il a joué à domicile en 2010, il est sorti 18 fois seulement. Et puis avec la sélection, il n'est pas sorti depuis 2014, Léo Messi. Donc clairement, non, c'est pas dans son habitude de céder sa place. Pas de Messi à Metz. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est dommage, une pensée pour les gens qui ont acheté leur billet. C'est dommage parce que ce club-là, c'est Metz Koun Club. Metz Koun Club, et j'aurais dû la mettre aussi dans le bingo. On fera pas mieux comme conclusion. On revient à notre Ligue 1 et à l'OM qui va jouer du côté d'Angers. Est-ce qu'il faut s'attendre à une démonstration de l'OM? Je vous pose la question dans un instant. Avant cela, on va écouter Sampaoli. Hier, on parlait du fait qu'il pourrait être essoufflé comme Bielsa à l'époque. Voici sa réponse. La raison avec Bielsa est pour moi exagérée. Parce que nous avons à peine commencé la saison et nous ne savons pas ce qu'il va se passer avec le calendrier qui est très exigeant. L'OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. Mais on verra comment l'équipe progresse. Et si elle ne progresse pas, on va rencontrer des problèmes. Le plus important, c'est que le groupe surpasse les difficultés et il faut travailler pour cela. Mes expériences que j'ai vécues m'ont marqué. Comme l'a dit Adil Rami, on a vécu avec Séville un grand début de saison. On a même été premier en Liga. Puis on a vécu une grosse baisse de régime en cours de saison qui était liée à notre style de jeu. Ce type d'expérience permet de s'adapter, mais je n'imagine pas diriger une équipe avec moins d'intensité. Et on travaille par rapport à ça. Voilà, il ne changera pas, Sampaoli. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une démonstration de l'OM demain après la lourde défaite d'Angers lors de la dernière journée et la victoire de l'OM? Regardons vos réponses. Pas une démonstration, mais une victoire pour Alicia. Ah non, c'est un test pour Bruno. Attention, Angers, Nabil. Oui, pour Laurie. Début pour notre bon Benoît. Non, mais un beau match. Et évidemment, j'ai un bonus. Sans stress ni paillettes. Regardez-moi, Nabil. Regardez-moi. Vous parlerez sur ce débat. Mais d'abord, vous allez sur le banc, parce que regardez bien, nous allons pouvoir vous montrer le bingo. Attention, Angers, évidemment, c'est un jeu de mots. Regardez, nous l'avons, nous savions. Ça, c'était une feinte. Nous savions que vous alliez le faire, donc apparaissent tous ceux que vous avez vus, le Lucas Paqueta est à l'heure, le management. Attention, danger pour l'OM. Merci Nabil d'aller tranquillement sur le banc. Vous revenez tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'ai dit. Bah oui, on peut s'attendre. Non, dans le sens où ils sont spectaculaires. Démonstration, c'est spectaculaire. Donc oui. Ça, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de spectaculaire. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des buts. Et puis, il y a un truc qui est intéressant quand même du côté de l'OM, c'est que ça fait 2 matchs qu'ils ne prennent pas de but. Donc, ça devient intéressant. C'est le reproche qu'on faisait souvent à Sampaoli. Ça fait combien de matchs 6 matchs sans défaite. Ils sont bien, ouais, ils ont une belle série. Une belle série, la confiance. Donc oui, je pense qu'on peut s'attendre à une démonstration. Angers, en plus, reste sur 2 contre-performances. On rappelle que l'Olympique de Marseille jouera sans Dimitri Payet, forfait pour le déplacement face à Metz, qui est gêné à une cuisse. Il était déjà gêné à cette fameuse cuisse lors du match contre Saint-Etienne. Donc visiblement, il traîne encore cette blessure. Donc pas de Payet contre Metz. Non, mais contre Angers, pardon. Oui, contre Angers. Vous me dites un test, mais on l'avait déjà posé la semaine dernière contre Rennes, cette question. Donc on ne s'est pas dit ça va être à nouveau un test. Ils passent les tests avec succès, là. En fait, le test qui va être intéressant, c'est qu'ils vont tomber face à une équipe joueuse. En Angers, ils se sont cassés les dents sur Nantes face à une équipe qui joue un peu bloc bas et qui contre. Donc, bilan des opérations, ça, ils n'ont pas aimé. Là, ils vont tomber face à une équipe d'Angers qui aime jouer et eux aussi aiment jouer. Donc, attention, parce que je suis pas... T'as vu Rennes? Franchement, Rennes, c'était scandaleux leur match face à l'Olympique de Marseille. Ils n'ont pas joué au football. Ils sont pas venus jouer au foot. Angers va jouer au foot. Et c'est pour ça que le test m'intéresse. Parce que Angers va être une équipe, joueuse et qui va être avec ses préceptes. J'attends de voir ce que ça donne. Elle est intéressante, elle joue, elle est sympa à voir jouer, elle est rafraîchissante, oui, pas de problème. Mais là, elle va ouvrir le jeu et en face, Angers va en profiter. Mais c'est ces matchs-là qu'on veut voir pour l'OM, parce que c'est ceux-là qui leur permettent de rester tout en haut du classement, évidemment. Oui, de toute façon, c'est un test. En fait, il ne faut pas être fort seulement avec l'effort, il faut être aussi fort avec des équipes intermédiaires, parce que pour moi, une équipe Angers, c'est pas une équipe faible, c'est une équipe qui est jamais facile à manœuvrer. Elle a changé de coach, c'était une curiosité, elle a adopté un schéma tactique intéressant, 3-4-3. Il y a eu des bonnes idées de la part de Batik, par exemple Cabot qui revit dans le rôle d'un piston, alors que ça a toujours été plutôt un joueur offensif, voire un deuxième attaquant. Ça va être un match intéressant, un match en plein milieu de semaine comme ça. Payet qui est pas là, Payet c'est important puisque Payet il est régulier depuis le début de saison et ça fait les différences. Mais on sent que cette équipe de l'OM a quand même de la ressource, de l'envie. Il y en a, ils marchent sur l'eau là. Douzi, Harit dès qu'il rentre, c'est leur niveau peut-être aussi. C'est ça la bonne nouvelle pour l'OM. Pardon? C'est qu'ils sont aussi à leur niveau. Ils sont
En tout cas, la question, c'est pas de savoir s'ils sont au niveau, c'est surtout de savoir est-ce qu'ils vont tenir ce niveau. C'est autre chose. Et il le dit, Sampaoli, et c'est ça, en fait. Que vous dites débute, mais encaisser ou marquer, parce que vous le connaissez bien, vous, Sampaoli. Vous avez cette crainte du coup de pompe? Bien sûr. Voilà. Ah oui. Il l'a reconnu. Il l'a dit, ouais. Il l'a dit. Et il a dit qu'il changerait pas son système de jeu. Donc, est-ce que les joueurs vont pouvoir un petit peu digérer tout ça, surtout au mois de janvier-février? C'est toujours une période charnière, un petit peu janvier-février, où on est un petit peu fatigué. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils vont tenir physiquement toute la saison? J'ai un doute. C'est pour ça qu'il faut. Beaucoup de joueurs quand même. Hein. Ils ont recruté. Ouais, après ils ont une profondeur de banc qui leur permet de faire énormément de tournées. Il y a des joueurs qui rentrent, il y a des joueurs qui sortent, et l'équipe reste la même. Donc sur les débuts de saison pour l'OM, c'est primordial qu'ils gagnent des matchs. Qu'ils encaissent et qu'ils prennent max de points et qu'ils encaissent un minimum de buts. Alors Alicia, démonstration ou pas de l'OM demain à Angers? Ah non, les internautes plutôt sceptiques, un peu comme vous d'ailleurs en plateau. Vous allez le voir, on vous répète cette question. Attendez-vous à une démonstration de l'OM? Eh bien, c'est un petit oui à 41%. Allez, on n'a pas le temps, alors une seule réaction. Angers a pris une claque contre Nantes. Ils ne vont sûrement pas faire les mêmes erreurs, donc peut-être que Marseille peut gagner. Mais ce ne sera pas une démonstration, d'autant que les failles sont nombreuses dans la défense de l'OM. Peut-être que c'est un petit peu sévère, mais voilà pour la réaction. En tout cas, on a envie de voir ce match et une nouvelle fois la prestation de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, le multiplex Ligue 2. Prise d'antenne, 19h45.